Retour de vacances, 2 semaines sans vidéo, autant dire que du point de vue de YouTube, je suis mort, mais tel Jésus, me voilà ressuscité, et contrairement à lui, je suis beaucoup plus cool. Bonjour à tous, nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va parler de Paul Anderson. WS, pas Thomas. Non, parce que suivant que vous vous intéressiez à l'un ou l'autre, vous ne risquez pas de tomber sur la même filmographie. D'un côté, un réalisateur multi-récompensé et adoré des cinéphiles, de l'autre, un réalisateur plus bancal. Plus bancal et qui pourtant, après plus de 30 ans de carrière, est toujours présent. Mais qu'est-ce qui fait que Paul W.S. Anderson, malgré tous les défauts qu'on peut lui trouver, arrive à perdurer? En deux mots, moyen budget et fort profit. Parce que l'on aime ou non ce réalisateur, il faut reconnaître que tous ses films ont réussi à être rentables, et même plus que rentables. On peut citer notamment la saga Resident Evil qui, malgré des budgets allant des 40 à plus de 60 millions, aura rapporté en tout près d'1 milliard de dollars au box-office. Film dont il n'a réalisé d'ailleurs que 4 des 6 opus, le 1, 4, 5 et 6. Pour le 2 et le 3, il était seulement scénariste et producteur. Mais si le contexte économique explique pourquoi Hollywood l'aime tant, ça n'explique pas pourquoi il a malgré tout une communauté de fans assez solide et fidèle depuis toutes ces années. Mais qui seraient donc ces fous qui aiment un réalisateur aussi mauvais? Ouais, on va pas se cacher, j'aime bien Paul W.S. Anderson. Polo, c'est un peu ce grand gamin qui va s'amuser avec ses jouets et qui va faire quelque chose juste parce que c'est fun, et au diable si c'est ridicule. Il y a toujours une certaine sincérité et générosité dans ses films, ce qui fait que l'on prend toujours pas mal de plaisir à le regarder. Plaisir au sens premier degré parce qu'il nous offre certaines séquences cool, mais également au sens second degré parce que justement, ça flirte tellement avec le ridicule et parfois c'est tellement mauvais que ça en devient drôle. De là à qualifier sa filmographie de nanar, j'irai pas jusque-là non plus. Parce que Paul W.S. Anderson, en réalité, c'est pas un si mauvais réal. Il y a malgré tout un certain savoir-faire. Il faut par exemple notamment voir ses premiers films, Mortal Kombat, ou notamment celui qui est le plus cité par ses fans, Event Horizon. Il arrive très régulièrement à mettre en boîte des séquences qui sont très plaisantes à regarder, qui sont très fun. Et de toute façon, pour mettre en boîte des projets tels que Alien vs Predator avec un budget aussi minimal qu'il a réussi à le faire, ça implique qu'il y a un savoir-faire derrière. Difficile de dire que ces films ne sont pas à minima propres techniquement. Et même en prenant la saga Resident Evil, qui est pourtant détestée par les fans du jeu vidéo parce qu'ils ne respectent absolument pas le lore et que les films sont surtout une vitrine pour sa femme Mila Jovovich, comme à peu près tous ses films d'ailleurs, eh bien on retrouve malgré tout dans chacun des opus des séquences assez marquantes. Dans le premier opus, on peut parler du couloir avec les lasers, dans le 2 de Mila Jovovich qui dégomme Julie Kurtz à coups de moto, dans le 3 de la scène des corbeaux, qui est sans doute la meilleure séquence de toute la saga. Pour le 4 et le 5, on peut parler des intros, qui sont très cool. Et pour le 6, non, il n'y a rien à faire, le 6 c'est vraiment à chier. D'ailleurs, je soupçonne le monteur d'être un terroriste qui a attenté à mes rétines. Et même pour en revenir au 4e opus, il est l'un des rares films à avoir correctement utilisé la 3D avec les avatars de James Cameron, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Non, ce qui va pêcher avec W.S. Anderson, c'est ce côté too much en permanence. À force d'en faire des caisses et des caisses et des caisses et que c'est pas toujours super bien maîtrisé, eh bien la frontière avec le ridicule est souvent franchie. Il y en a qui vont apprécier, comme moi, et il y en a d'autres qui passeront complètement à côté, chose que je comprends. Too much qui aura été atteint avec son adaptation des Trois Mousquetaires, dans lequel Milady fait du kung-fu et on a des bateaux volants. Alors je sais que énormément de personnes détestent ce film, perso je l'aime beaucoup. Je crois même que c'est mon préféré de W.S. Anderson. Après, il faut être honnête aussi, pas mal des scènes qui vont marcher dans ces films sont notamment parce qu'elles sont des citations, des références, voire des repompages. Comme je disais, W.S. Anderson, c'est un grand enfant qui aime s'amuser avec ses jouets. Et parmi ses jouets, il y a toutes les références cinématographiques qu'il a pu voir ces dernières années. Alors je ne vais pas faire la liste de toutes les citations, mais vous pouvez retrouver entre autres du Romero, du Mad Max, du Matrix, du 300. Il y a des vidéos YouTube qui font ça très bien déjà. Donc ne croyez pas que je suis en train de vous vendre que W.S. Anderson est un très bon réalisateur. Ce n'est absolument pas le cas. J'ai parfaitement conscience de ses défauts, et c'est même une partie de ses défauts qui font que je l'aime. C'est un peu comme si votre enfant attardé venait vous montrer son bonhomme bâton. Les bâtons sont même pas reliés entre eux. Vous savez que c'est moche, et pourtant vous trouvez ça trop mignon. Après, ça n'empêche pas une certaine objectivité malgré tout. Et sur ces derniers projets, Paul W.S. Anderson s'est plutôt cassé la gueule. En dehors des Trois Mousquetaires que je citais plus tôt, on pourrait parler de son Pompéi qui, même si je ne l'ai pas détesté, a un côté beaucoup trop premier degré et moins fun qui fait qu'on est plus dans l'ennui qu'autre chose. Et que dire de son adaptation de Monster Hunter, dont la première partie est correcte mais complètement hors sujet puisqu'elle met en scène des soldats et non pas des chasseurs. Et dans la deuxième partie qui est plus fidèle, on sent qu'il n'y a ni le budget ni le talent pour proposer un tel univers.
Et je parle même pas du dernier plan entièrement numérique absolument immonde. Et soyons honnêtes, les premières images de son nouveau film n'étaient pas très rassurantes. Elles étaient assez numériques, pour ne pas dire laides, et ça ne laissait pas espérer le meilleur. La seule curiosité était que le film est adapté d'une nouvelle de George R.R. Martin, l'auteur de Game of Thrones. Ça laisse à minima présager d'un bon scénario et de personnages bien écrits, pas vrai? Pas vrai? She has become a symbol of their defiance. Down with the Overlord! This woman needs to die. Hand her over and we'll let you live. Sorry. She hired me first. Donc, dans un monde post-apocalyptique, Alice la Grise, jouée par Milla Jovovich, est une sorcière qui exauce les souhaits. Un jour, la reine de la cité vient la voir en lui demandant d'exaucer son vœu, avoir la capacité de se transformer en loup. Accompagnée d'un mercenaire joué par Dave Bautista, Alice se rend donc dans les Lost Lands afin de trouver un loup-garou, le tuer et s'emparer de son pouvoir pour l'offrir à la reine. Tout ça en étant poursuivi par un ordre religieux qui souhaite la brûler. Et en parallèle, on aura quelques intrigues de palais et des complots avec la reine. Bon, In the Lost Lands, c'est vraiment pas bien. Comme je disais, le film est adapté d'une nouvelle de George R.R. Martin. Et donc, il va y avoir forcément une notion d'univers à présenter. Et sur ce point-là, le film rate complètement le coche. Pourtant, il n'a pas l'air compliqué, mais je suis incapable de comprendre son fonctionnement. Comme je dis, on parle d'un univers post-apo, et déjà, on voit qu'il y a énormément de bâtiments qui laisseraient penser qu'en réalité, cet univers, c'est le futur de notre monde. Mais dans ce cas, tout ce qui s'y passe ne colle pas. Parce que autant dans les Lost Lands, on se retrouve avec des buildings, autant dans la ville, le bâtiment principal, le palais, ne fait absolument pas humain, ou en tout cas humain au sens terrien. Même du point de vue de la magie. La magie existe, ok, donc ça veut dire que c'est pas notre monde. Donc pourquoi est-ce que les immeubles ressemblent tant à ceux de notre monde? Et Alice, c'est une sorcière, elle a des pouvoirs. Mais en quoi consistent ces pouvoirs? C'est quoi l'étendue de ses pouvoirs, l'étendue de ses capacités? C'est jamais clairement défini. Et c'est pas comme s'il y avait énormément de points à présenter. Il y a une seule ville. Ça nous est présenté dès le départ par une voix off de Dave Bautista qui dit qu'il n'y a qu'une ville dans cet univers. Donc, expliquer à minima son fonctionnement, ça semble pas si compliqué. Et pourtant, on dirait que ça se résume que à la reine, l'ordre ecclésiastique, Alice et les autres membres de la population qui sont juste des esclaves. Ouais, ok, mais il m'en faut un peu plus. Et les problèmes d'écriture vont pas seulement se retrouver dans la présentation de cet univers, mais aussi dans le scénario lui-même et l'écriture des personnages. Et cette influence de George R.R. Martin, on va le retrouver dans tout ce qui est autour du palais et de la reine, qui est une femme très jeune, dont le mari, le roi, est mourant parce que très vieux, qui a un amant qui est Dave Bautista, qui a aussi un prétendant qui est son chevalier servant, qui complote pour essayer de faire assassiner son époux pour prendre le pouvoir, mais qui en même temps doit faire avec l'ordre ecclésiastique qui veut vérifier qu'elle n'est pas une pécheresse afin de ne pas prendre le pouvoir de leur côté. Toutes ces intrigues de palais, c'est très Game of Thrones-esque. Et ça pourrait donner quelque chose d'intéressant, mais vu que c'est très mal écrit et pas très bien joué d'ailleurs, en fait on s'en fout. D'autant plus qu'on n'arrive pas à comprendre les conséquences de chacune de ces intrigues. Je veux dire, si la reine reste au pouvoir, on a quand même un peuple qui est esclave, et si l'ordre ecclésiastique vient à prendre le pouvoir, il resterait esclave et sous le joug d'un ordre absolument affreux. Il n'y a pas vraiment de changement en fait. Donc notre implication devrait être à minima du côté de la reine, cette jeune femme qui a vécu un enfer, en tout cas c'est ce qu'on devine, avec ce roi beaucoup trop vieux. Mais encore une fois, elle est trop peu présente et pas assez intéressante, et c'est pas assez bien écrit pour qu'on soit impliqué. Et je vous parle principalement des intrigues de palais parce qu'en réalité, Milla Jovovich et Dave Bautista, leur scénario va se résumer à « je pars d'un point A et je vais à un point B ». Le film va d'ailleurs être rythmé par deux effets. Le premier, c'est une carte définissant les différentes étapes par lesquelles ils vont passer. Le film est d'ailleurs assez répétitif d'un point de vue rythmique. C'est vraiment être carte, on arrive à un endroit, un peu de discussion, moment d'action, un peu de discussion, carte, on arrive à un nouvel endroit, un peu de discussion, etc., etc. Et le second, c'est une échéance de 6 jours. Parce que, afin de voler le pouvoir au loup-garou, Alice doit le tuer un soir de pleine lune, chose qui arrivera dans 6 jours. Enfin, même ça, ils l'ont foiré, parce qu'au tout début, Alice dit à la reine « Attendez-moi dans 6 jours et je serai de retour avec la peau du loup ». Et ensuite, elle dit à Dave Bautista « Il faut que l'on arrive dans 6 jours à la tanière du loup pour le tuer ». Ouais, mais voilà, s'il faut 6 jours pour arriver à la tanière, c'est-à-dire qu'il faut à minima 6 jours pour revenir. Donc en fait, tu dis pas à la reine de revenir dans 6 jours, mais dans 12. Il y a bien un peu de lore qui essaye d'être introduit avec le personnage de Alice,
mais il n'a pas vraiment de sens et il n'est jamais vraiment développé, à croire que Paul W.S. Anderson s'attendait à une suite. Au tout début, on nous dit que Alice vient des Lost Lands, finalement elle engage Dave Bautista pour la guider dans les Lost Lands. Une fois arrivée, il va y avoir une séquence avec des espèces de créatures zombies un peu bizarres avec lesquelles elle semble avoir un lien. Pourtant, en 2 secondes, elle le tue, alors qu'il avait l'air d'être le grand méchant du film. Et on ne reviendra plus dessus. Ouais, mais on n'a pas eu d'explication, hein. Et alors qu'il a l'air de se foutre du scénario pendant une grande partie du temps, dans les 15-20 dernières minutes, on va nous balancer à balles 5 ou 6 rebondissements. Des rebondissements qui vont apporter juste incohérence sur incohérence sur incohérence. C'est fou parce qu'on dirait qu'ils sont là pour expliquer 1 ou 2 points scénaristiques, mais vont soulever 10 000 questions de plus. Mais bon, je vous parle de scénario parce que c'est mon dada, vous commencez à le savoir. Mais bon, je vous ai dit que la raison pour laquelle j'aime W.S. Anderson, c'est pas pour le scénario, c'est pour le fun et la générosité. Bah, même là, ça pêche. Parce que le film n'est pas seulement un mauvais film, c'est un mauvais film de Paul W.S. Anderson. Déjà, visuellement, c'est très très laid. Paul W.S. Anderson avec le numérique, c'est franchement pas une bonne association. Dès lors qu'on est en extérieur, les arrière-plans te hurlent les fonds verts et tout le film est dans une espèce de filtre marronasse absolument dégueulasse. Tout fait faux. Après, c'est peut-être pas aidé par le fait que le film a coûté seulement 55 millions de dollars. Mais bon, comme je le disais, W.S. Anderson a déjà prouvé par le passé qu'il savait gérer ce genre de problème. Et en plus, dès lors qu'on est en intérieur, je trouve qu'il y a certains plans qui sont pas filés. Je pense notamment à la salle où Alice reçoit les personnes pour ses souhaits, où il y a un plan de la reine qui est en train de regarder dehors avec de l'eau qui coule par la fenêtre et qui fait comme dessiner des larmes sur ses joues. Sur ce point-là, d'un point de vue lumière et composition, c'est quand même très joli. Mais bon, 3 plans sur tout un film, c'est bien peu. Et côté générosité, bah là encore c'est un peu chiche. Tout à l'heure, je disais que Paul W.S. Anderson fonctionne beaucoup par référence, et c'est le cas dans In the Lost Lands. Déjà, évidemment, en adaptant une nouvelle de l'auteur de Game of Thrones, mais on retrouve aussi du Mad Max avec cet univers désertique. On a même du Chapeauté 2 avec Alice qui a les armes du grand méchant loup. Et je pense absolument pas que cette référence soit volontaire, mais l'ordre ecclésiastique m'a beaucoup fait penser à Priest, mauvais film avec Paul Bettany et Maggie Q. Donc les références de la part de ce réal, on a l'habitude, et de toute façon, c'est pas un si gros problème si on sait bien le faire. Bon, il sait pas très bien le faire en général, mais bon. Le souci, c'est que la majorité des références dans ce film, elles sont faites à lui-même, à la saga Resident Evil. Le fait que l'on retrouve sa femme, le fait qu'elle s'appelle Alice, on a des espèces de pseudo-zombies, et tout le long, on va avoir plusieurs séquences où je me suis dit, ça ressemble beaucoup à tel événement de tel opus, ça ressemble beaucoup à tel passage de tel opus. W.S. Anderson a tellement fait le tour de ses références qu'il en est venu à s'auto-citer. Le souci, c'est qu'on a un manque d'originalité, une certaine répétitivité dans les séquences, et donc, on s'ennuie. Et l'action en elle-même ne va pas aider, parce que comme je disais déjà, certaines séquences font des rappels à la saga Resident Evil, mais en général, les chorés sont pas top, et surtout, on retrouve le montage absolument misérable du 6e opus de la saga Resident Evil. C'est beaucoup trop cuté. C'est fou parce que les scènes d'action, ça fait partie des choses dont on peut dire qu'il sait à peu près faire. On l'a vu dans ses précédents films. Mais depuis quelques temps, il a tendance à hacher ses plans et ça rend le visionnage franchement désagréable. Après, c'est peut-être pour cacher le fait que sa femme a plus de 50 ans et qu'elle n'a plus les capacités physiques pour se battre. Femme qu'il continue à iconiser à outrance et qui est tellement maquillée qu'on dirait qu'elle a toujours 30 ans. Et qu'il veut tellement montrer comme pure et parfaite que même lorsqu'il y a un début d'histoire d'amour entre elle et Dave Bautista, il n'y aura jamais un seul bisou échangé. Ah, Dave Bautista, je vous en ai pas parlé depuis le début, je sais pas ce qu'il fout là, je pense juste qu'il voulait un chèque pour pouvoir refaire sa piscine. Au final, In the Lost Lands, grosse déception. Certains diront que c'était prévisible, mais comme je disais, Paul W.S. Anderson, c'est un réal, tout en ayant conscience que c'est pas un bon réal, que j'apprécie, ou en tout cas, dont j'apprécie les films, qui me font passer un bon moment. Donc j'avais un faible espoir. Malheureusement, il y a trop de choses qui vont pas. Le lore est incompréhensible, le scénario est incohérent, l'action est pas très intéressante, est trop cutée, visuellement c'est assez laid, c'est pas très bien écrit, c'est pas très bien joué, il n'y a pas de compétences ni devant ni derrière la caméra. Peut-être Anderson est trop vieux. Peut-être qu'il a perdu cette aura de gamin qui aime s'amuser avec ses jouets. À moins que ce soit moi qui ai grandi et qui n'ai plus le même plaisir à le regarder. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Vendredi, on va parler de Blanche-Neige et vous pourriez être surpris de ce que j'ai à dire dessus. N'oubliez pas d'être curieux, allez au cinéma regarder des films. Bye!